Donc Yann Verlevel, Eric Mouveau, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui ici au comité de quartier de Melay pour Je pense donc je vote. On vous rend compte que vous êtes candidat suppléant pour les élections départementales pour le Front de gauche sur le canton 1. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter puis présenter vos binômes respectifs qui sont absentes aujourd'hui? Voilà. Oui, alors on les excuse, hein, elles travaillent. Nous, on a la chance là, moi en l'occurrence enseignant, de ne pas travailler juste à ce moment-là. Et puis toi aussi de ne pas travailler à ce moment-là. Donc du coup, bon, elles s'excusent, elles ne peuvent pas être là. Plus en soirée, ça serait possible, comme on l'a fait à d'autres occasions. Mais c'est vrai qu'en journée, quand on travaille, c'est un peu compliqué. Alors, ma binôme, donc, c'est Elisabeth Vallot. Qui est une salariée de Pôle emploi et qui est syndicaliste CGT, donc fortement investie notamment aussi dans le Parti communiste français, et qui était déjà présente avec nous. Et là, je parle en surveillance de mon binôme suppléant qui était candidat pour les municipales de Roubaix, qui était donc avec nous déjà sur les listes des municipales. Moi, je vais me présenter, alors à ce moment-là, si tu veux bien, Yann Merleved, roubaisien depuis maintenant 39 ans, c'est-à-dire depuis ma naissance. Je suis enseignant, j'ai déjà été candidat aussi aux municipales, législatives, et sur la liste donc Front de gauche pour les dernières municipales avec Eric. Et je suis donc investi dans le Front de gauche, dans le mouvement qui s'appelle Ensemble, et qui est une des 3 composantes principales du Front de gauche. Voilà. Et syndiqué chez Sud aussi, délégué syndical notamment. Voilà. Eric. Voilà, donc j'ai commencé par présenter voilà, Sophie Leblanc qui est candidate remplaçante, comme moi je suis candidat remplaçant également. Donc Sophie Leblanc qui est mère de famille, qui habite dans le quartier de la rue Fulguel, donc qui habite Roubaix mais qui travaille pour l'éducation nationale dans le Pas-de-Calais et qui donc ne peut pas être présente avec nous cet après-midi puisqu'elle est au boulot. Voilà, donc qui était également candidate sur la liste du Front de gauche aux élections municipales. Et on est bien d'ailleurs dans une continuité de proposer une véritable alternative à gauche à Roubaix, mais dans le département, mais aussi en France, parce que la gauche peut faire autre chose que des politiques d'austérité. Et on considère que justement d'être de gauche, c'est d'affronter l'austérité et de la refuser. Donc moi je suis Eric Mouveau, donc j'étais tête de liste au municipal, j'ai déjà été candidat au cantonal également et aux législatives. Et donc je suis militant communiste, je suis père de famille, j'habite Roubaix depuis quelques années, pas mal d'années d'ailleurs. J'ai été président de club sportif. Et je suis également aussi militant syndical et actuellement demandeur d'emploi. Donc c'est pas une fierté, mais c'est un fait. Mais comme beaucoup de Roubaisiens, donc voilà. Est-ce que vous pouvez me présenter rapidement le programme du Front de gauche pour ces élections départementales et puis également ce que vous, en tant que candidat, vous souhaitez défendre au département comme points qui peuvent toucher les Roubaisiens directement dans leur quotidien? Je vais rebondir sur, si tu me le permets, je t'en prie, vas-y. Je vais rebondir un petit peu sur ce qu'Eric a dit, hein, parce que bon, c'est un travail collectif, hein, nous on travaille à 4, sur la fiche vous verrez, on est 4, donc il n'y a pas de... on est obligé de mettre 2 titulaires et 2 suppléants, mais vraiment l'idée pour nous c'est vraiment un travail collectif qui avait d'ailleurs été entamé pour les municipales, donc c'est vraiment cette continuité-là, mais je dirais qu'il y a une évidence pour nous, c'est qu'on souhaite... dans notre candidature, si on est élu, être un véritable bouclier social et écologique pour les gens. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, la vie des Roubaisiens est très difficile, mais pas seulement des Roubaisiens, c'est-à-dire que ça ne concerne pas que Roubaix, ça concerne le département, ça concerne le pays. Les gens sont écrasés justement par une politique à l'heure actuelle gouvernementale que nous nommons une politique d'austérité, c'est-à-dire qu'on nous dit clairement il faut serrer la ceinture, il faut faire des sacrifices, et le gouvernement coupe dans les dépenses régulièrement, et ça touche tous les gens, c'est-à-dire que ça les touche eux dans leur vie de tous les jours, notamment à travers les services publics, services hospitaliers, les soins, la santé, etc. Bref, on coupe dans les dépenses et on a forcément un service de qualité qui est moindre. Et dans cette optique-là, nous, on dit ça marche pas. D'abord, l'austérité ne crée pas la croissance économique, contrairement à ce qu'on pense. Au contraire, c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut prendre l'argent là où il est pour investir dans les besoins sociaux. Et donc, dans l'optique des départements, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. C'est-à-dire résister à ce gouvernement qui mène une politique de droite,
parce que la droite, elle, n'hésite pas à dire que oui, c'est ce qu'il faut faire, couper dans les dépenses, faire des économies. Vous verrez le candidat de l'UMP, le candidat du FN et la plupart des candidats vous dire que bah oui, on ne peut pas faire autrement, c'est fatal, il faut faire des coupes parce qu'on n'a pas les moyens. Nous, on pense que en réalité, il y a les moyens nécessaires. Donc d'abord, ce que l'on dit, c'est il faut lutter contre l'austérité et chercher l'argent pour financer les besoins. Et cet argent, d'abord, il y a une dette de l'État qui est de 3 milliards vis-à-vis du transfert de compétences qu'ils ont fait, puisque je rappelle que le département, c'est l'action sociale, c'est notamment le RSA, c'est l'aide aux personnes, l'autonomie des personnes, c'est l'aide aux personnes âgées, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par le département, donc c'est vraiment pas rien, ces élections. Il faut vraiment surtout aller voter, parce que ceux que vous allez désigner vont se charger de tout ce qui peut aider les gens au jour le jour, dans le quotidien. Et donc, cet argent, l'État ne l'a pas donné. Il a transféré les compétences en disant, voilà, c'est pour vous le département, et aujourd'hui il est en train de rediscuter justement sur ses compétences, on en rediscutera, mais il n'a pas donné l'argent nécessaire à ça. Et puis deuxièmement, nous ce qu'on constate, c'est que dans la région, il y a des personnes et des entreprises qui ont de l'argent, à qui on donne des crédits d'impôt au nom du crédit d'impôt compétitivité emploi, comme par exemple le groupe Mullier, Auchan, etc. Et ces gens-là, d'abord, font de l'argent, licencient. Donc on se demande à quoi sert cet argent. Donc on pense qu'il faut revoir un peu cette politique d'aide aux entreprises et ne donner des aides aux entreprises que à celles qui en ont besoin. C'est-à-dire notamment les plus petites entreprises qui, elles, sont en général écrasées, alors que les grosses, comme Mullier, etc., ne sont pas forcément dans le besoin. Donc il y a ce premier aspect-là, qui est de dire allons chercher l'argent où il est, ne menons plus une politique d'austérité. Et puis bien sûr, deuxième aspect, c'est soutenir au jour le jour le quotidien des gens en leur donnant des services publics de qualité. C'est par exemple aussi l'éducation avec les infrastructures du collège dont le département est responsable. Nous, et je pense qu'Éric sera d'accord avec ça, on a entendu quand même les candidats de l'UMP dire qu'il y avait des collèges à Roubaix qui étaient trop luxueux, qu'on avait fait de manière, on avait investi un peu trop. On pense que c'est l'inverse. Il faut au contraire des collèges, des bâtiments de qualité qui vont durer dans le temps, parce qu'au plus ça dure longtemps, au plus on n'est pas obligé effectivement de réinvestir dedans. Et puis les jeunes de Roubaix comme ailleurs ont besoin de collèges solides, de bâtiments solides dans lesquels ils vont pouvoir apprendre en toute quiétude, et pas des bâtiments qui seraient austères, où ils seraient mal à l'aise. Ouais. C'est quand même investir dans l'avenir. Voilà. Bon, alors ça c'est quelques points, mais je te laisse continuer. Oui, parce que sur les, tu parlais d'aide aux entreprises. Nous, on pense que le meilleur moyen d'aider les entreprises, c'est de remplir les carnets de commandes. Le département qui entretient les routes, s'il a moins de moyens, il entretient moins les routes, c'est des commandes en moins pour les entreprises de travaux publics. De réduire les budgets d'investissement pour la rénovation des collèges et l'entretien des collèges, c'est la même chose. C'est des commandes en moins pour les entreprises de bâtiments. D'avoir un peu plus de marge de manœuvre pour le département pour construire du logement social, parce que Partenord Habitat est un acteur majeur du logement social dans le département du Nord. Si Partenord a les moyens de pouvoir développer à la fois de la réhabilitation pour l'isolation thermique, qui à la fois est une mesure écologique, mais en même temps une mesure sociale, parce que ça permet aux gens les plus démunis d'avoir des factures moins élevées, mais aussi de construire du logement social, et bien tout ça c'est des commandes pour les entreprises, c'est aider les entreprises, mais par des commandes, par du travail, et donc ça donne du travail aux gens, donc c'est de l'argent qui est directement actif. Or quand on fait des dons fiscaux, quand on fait des versements de crédit d'impôt, c'est l'entreprise qui décide où ça va. Là, c'est la puissance publique qui dit cet argent-là, on le met pour faire ça, et pour construire un collège, pour construire des immeubles, pour construire des logements, pour rénover des logements. Et là, on sait où va l'argent, et il profite aux entreprises parce que ça donne du travail aux entreprises. Oui, et puis aussi, là, on a quand même beaucoup d'idées qui se rejoignent avec notamment Europe Écologie Les Verts sur ce sujet, c'est-à-dire qu'on pense vraiment qu'il y a une urgence écologique à mettre en avant, et que cette urgence écologique, elle passe notamment par la transition énergétique, et elle passe aussi par tout ce qui est isolation thermique. Et il faut que le département, parce que ça c'est possible par l'intermédiaire du département, fasse un vrai plan, et ne laisse pas ça uniquement juste aux gens de faire ça. Je pense qu'il faut un vrai plan, et notamment sur Roubaix, il y a tout un travail possible à faire d'isolation et de rénovation, parce que si on le fait, d'une part, c'est bon pour l'écologie, c'est bon pour notre planète, et ça, c'est essentiel, mais surtout, ça permet aussi de faire des économies sur la facture de gaz, sur la facture d'électricité, et on pense que ça doit être lié, c'est-à-dire que nous, on estime qu'il faut faire de l'écologie,
c'est essentiel, mais il faut faire une écologie qui soit directement un point positif pour les gens et pas une pénalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire aux gens, l'écologie, c'est vous qui allez le payer. Parce que les pauvres gens, ils n'ont pas forcément les moyens de faire ça. Ils ne peuvent pas s'acheter du bio tous les jours, ils ne peuvent pas se permettre ça. Donc ce qu'il faut, c'est effectivement mieux répartir les richesses, et ça, c'est le pouvoir public qui peut le faire. Et à l'heure actuelle, s'il y a une crise, c'est bien que le secteur privé n'arrive pas à sortir de la crise, et nous, on pense que c'est le secteur public, justement, qui peut, par une meilleure répartition des richesses, investir là où il y a des besoins, et on pense que c'est pas en diminuant par exemple les postes d'infirmiers, les postes de médecins, comme la politique actuelle a d'ailleurs dit, on va diminuer de 22 000 emplois dans le secteur hospitalier. Non, s'il n'y avait pas de besoin, je dirais on n'embauche pas parce qu'il n'y a pas de besoin. Au contraire, il y a des besoins. Il y a des besoins notamment ici pour accompagner les gens dans le RSA, pour faire de l'insertion. Ça, c'est le département qui s'en charge. Et il faut embaucher ces gens-là. Si ma binôme Elisabeth était là, elle vous dirait qu'à l'heure actuelle, justement, à Pôle emploi, pour toute cette affaire d'accompagnement du RSA, normalement, il y a des gens qui doivent être embauchés par le département qui ne le sont pas. Donc, il y a un vrai problème là-dessus. Il faut imaginer aujourd'hui que l'économie, ce n'est pas les multinationales qui gèrent ça et qui le gèrent bien. La preuve, sinon on ne serait pas en crise. Il faut plutôt envisager maintenant que l'économie repart par la base, c'est-à-dire les besoins sociaux des gens. On va retrouver une économie correcte, c'est-à-dire une économie qui ne cède pas aux sirènes capitalistes, le profit, etc. Non, c'est une économie au service des gens. Sinon, ce sera toujours la même chose, ce sera une économie au service d'une petite minorité qui a tout l'argent, qui s'accapare l'argent. Quelqu'un comme Mullier qui se plaint et qui est allé voir les jeunes communistes à Lille en disant « vous n'êtes pas gentils avec moi ». Mais on n'a pas à être gentil, on dit juste les choses. La réalité, c'est que ce monsieur gagne de l'argent et en plus il empoche nos impôts, c'est-à-dire ce que nous payons, et il licencie. Donc il n'est pas véritablement au service des gens, donc il n'a pas à avoir cet argent-là. Clairement. Et puis, il dit, j'ai fait des emplois, j'ai donné des emplois. Non, il ne donne pas des emplois. Il a besoin de salariés pour pouvoir avoir son salaire. La richesse qui est créée, elle est créée pas uniquement par les entrepreneurs, elle est créée aussi par les salariés, elle est créée par le capital qui est donné, etc. Donc, il y a deux choses dans ces éléments-là. Il y a le coût du travail, il y a le coût du capital. On dit que le coût du travail est trop fort. Non, c'est le coût du capital qui est trop important aujourd'hui. Le coût du capital, c'est quoi? C'est les actionnaires, c'est les patrons qui... On l'a vu avec, là, encore une fois, l'annonce de Sanofi, le nouveau PDG qui arrive. Bon, nous, on ne peut pas gérer ça au niveau départemental. Par contre, l'argent du département, on peut le gérer de manière à ce qu'il ne soit pas redistribué à des gens qui n'en ont pas besoin, et pour les besoins sociaux. C'est ça, parce qu'on ne pourra pas tout faire au département. Et ce que j'aimerais entendre un peu plus dans le détail, certains, même la grande partie de nos adversaires politiques, disent qu'il faudra faire des économies au département et économiser sur la masse salariale. La masse salariale du département, c'est les assistantes sociales, c'est les assistantes maternelles, c'est le personnel des collèges, c'est du personnel qui s'occupe des gens qui s'occupent de l'action sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va réduire ce personnel. Quand il y aura un enfant qui sera en danger, battu chez lui, il ne sera pas protégé parce qu'il n'y aura pas de foyer pour l'accueillir. Ça veut dire qu'une personne qui sera en grande difficulté trouvera encore plus difficilement une assistante sociale. C'est déjà pour ces raisons d'économie que les accueils d'ANPE vont se faire, de Pôle emploi comme on dit maintenant, vont se faire sur rendez-vous. C'est déjà pour des raisons d'économie et d'avoir diminué le nombre de postes qu'à la CAF, ça va se faire sur rendez-vous uniquement. C'est déjà pour ces mêmes raisons d'économie de personnel que des gens, dont des Roubaisiens, dont beaucoup de Roubaisiens, qui ont eu leur retraite depuis cet été, n'ont toujours rien touché 6 mois après, parce qu'il n'y a pas assez de personnel à la CARSAT Nord-Pas-de-Calais pour gérer les dossiers. Donc, s'ils veulent faire des économies, qu'ils disent clairement aux gens sur quoi ils vont les faire. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que c'est bien la population qui va perdre en service tout ça pour ne pas aller taquiner les pauvres riches qui sont tranquilles chez eux. Oui, bon, il y a la protection pour les enfants, ce qu'on appelle la PMI, etc., qui est importante aussi. Il y a un véritable travail à faire dans les collèges pour mettre en place notamment toute une pédagogie, et ça c'est le département qui peut le faire aussi sur tout ce qui est stupéfiant, drogue, etc., parce qu'on constate aujourd'hui que c'est aussi un danger dans les collèges. Il y a des infirmières à mettre aussi dans les collèges lorsqu'il y a des enfants qui ont un problème de santé. Tout ça, ça relève aussi du département. Au-delà, on peut aussi penser à nos personnes âgées, parce que beaucoup sont obligés de partir en Belgique pour être pris en charge quand ils ne sont plus indépendants.
Enfin, c'est pas possible. Il faut les garder en France, il faut essayer de les aider à rester chez eux parce qu'on sait que les personnes âgées eh bien, sont attachées à leur maison, sont attachées à leur domicile. Et pour ça, il faut qu'ils aient des aides. Ça fait partie aussi du département. Donc, si on nous dit on va faire des économies là-dessus, ça va encore tomber sur les petites gens, ça va encore tomber sur les pauvres gens. Ça n'est plus possible. C'est un scandale et c'est d'autant plus un scandale quand on a un gouvernement qui se dit de gauche à l'heure actuelle, qui nous dit on va vous réduire de 11 milliards l'ensemble des collectivités territoriales, budget des collectivités et ça va réduire donc forcément le budget du département. Non. La première chose, et moi je demande à tous les autres candidats, est-ce que vous allez vous engager là-dessus, parce que je ne l'entends pas. Il y a notamment des candidatures citoyennes, on ne sait pas trop s'ils sont de droite ou de gauche, parce qu'ils prétendent que ce clivage est dépassé. Très bien, mais est-ce que vous allez vous engager à combattre ça, ou est-ce que vous allez être fataliste en disant, écoutez, on va faire avec ce qu'on nous donne? Non. Ouais. Ce que l'on sait déjà, c'est que le groupe Front de Gauche, au Conseil Général, récemment a déposé une motion pour que soit mis aux voix le fait que le Conseil Général réclame l'arriéré de 3 milliards d'euros que doit l'État au département du Nord. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que M. Tardy ne l'a pas voté, cette proposition, il n'en a pas voulu, et que le groupe UMP, cher à notre premier adjoint à la ville de Roubaix, ne l'a pas voté non plus. Donc à un moment donné, il faut aussi prendre ses responsabilités. Ils ont choisi de ne pas réclamer cet argent. Ils ont choisi aussi de continuer la politique de réduction des moyens du Conseil Général. Donc ils ont choisi eux-mêmes de se couper de toute marge de manœuvre, sauf à réduire le service à la population. Donc, quel que soit le discours qu'ils tiennent aujourd'hui, je pense qu'on sait déjà ça. C'est qu'eux n'iront pas dans ce sens-là. D'accord. On a abordé brièvement la réforme des collectivités territoriales, la réforme de la décentralisation. La loi n'est pas encore votée. Elle sera votée après le scrutin départemental. Ce qui est un scandale démocratique. Voilà. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Parce que voilà, vous êtes candidat départemental, certaines de vos fonctions vont être modifiées, on ne connaît pas l'avenir du département. Quelle réponse vous donnez aux électeurs sur ça? D'abord, c'est extrêmement compliqué et je pense qu'il y a un véritable problème là-dessus parce qu'on n'explique rien aux gens. Bon, et moi, je ne suis pas comme Renaud Tardy qui est de dire « écoutez, c'est compliqué, faites-moi confiance ». Non, je pense qu'il faut expliquer ça aux gens et que les gens doivent avoir une vision de ce qui se passe. À l'heure actuelle, la seule bonne chose que je reconnais dans la réforme qui a été faite et qui nous amène aujourd'hui à être candidat, c'est, malheureusement sans nos binômes, mais je pense que c'était une bonne chose de faire des binômes paritaires. C'est-à-dire que même si là, elles ne sont pas présentes, elles ont été présentes à nos côtés et elles parlent même parfois plus que nous. Hein, donc, il était temps qu'on impose ça et que les femmes vont être à 50% comme les hommes présentes dans cette assemblée départementale, ça c'est bien. Par contre, là où je suis effectivement scandalisé, c'est sur deux choses. Un, effectivement, on ne connaît pas encore à l'heure d'aujourd'hui les compétences qui vont être données puisqu'elles sont rediscutées. Nous, on ne connaît que les compétences de ce qu'on appelait autrefois le Conseil Général et les élections donc cantonales, c'est ce que les gens avaient retenu. Donc nous, on se bat sur ces compétences-là en se doutant que ils ne vont pas en enlever tant que ça. Mais c'est vrai qu'il y en a certaines, sans doute, qui vont être enlevées. Donc peut-être que dans notre programme à l'heure actuelle, il y a des choses qu'on ne pourra plus faire, parce que ce ne sera plus de notre compétence. Bon, cela dit, nous, on s'engage bien sûr à lutter pour que ça le reste, évidemment. Parce que si on a fait un programme, c'est pas juste pour dire « oh bah tant pis ». Mais bon, on verra les autres candidats ce qu'ils diront. Mais c'est quand même honteux de faire une élection et de se retrouver avec des gens qui vont après dire « bon, attendez, on va vous enlever ces compétences-là ». Bon, ça, c'est un premier point. Mais sur le fond, ce qui est important aussi, c'est que ça se met dans la file d'une déconstruction de l'organisation politique française. C'est-à-dire que les départements, c'est un héritage de la Révolution française. Alors, c'est pas, il ne faut pas garder ça sous une coupe en verre, et puis surtout, on n'y touche pas, pas du tout. Mais c'est que les départements, c'est de la démocratie de proximité. Comme les communes, c'est de la démocratie de proximité. Nous sommes pour conserver les départements. On n'est pas pour éliminer les départements. Au profit de quoi? De grandes communes. Ce qui est en train de se construire, c'est ça. On construit des situations à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire des méga métropoles avec des méga pouvoirs, et
d'ailleurs, où on va éloigner un peu plus le pouvoir de décision des habitants, comme aujourd'hui au niveau de la métropole lilloise, qui décide des choses sans d'ailleurs que les conseillers communautaires roubaisiens n'en réfèrent à la population roubaisienne. Hein. Et on vient de faire récemment des méga-régions, donc on éloigne de plus en plus le pouvoir de décision du citoyen. Nous, on pense qu'au contraire, et d'ailleurs c'est lié aux questions de l'abstention, c'est qu'il faut rapprocher les citoyens de la décision politique et non pas les éloigner. Et tout ce qui se construit aujourd'hui, c'est on éloigne, et en plus on les méprise, les citoyens. Parce que faire voter des citoyens sans savoir quelles sont les compétences, c'est du mépris des citoyens, c'est pas autre chose. C'est de la même veine que les citoyens qui ont choisi en 2005 de rejeter la politique européenne telle qu'elle s'envisageait, hein, et qu'on l'a imposée 2 ans après, en 2007, et confirmé par Hollande qui avait dit en 2012, juste avant d'être élu, non, on va renégocier tout ça, et la première mesure qu'il a faite, ça a été d'avaliser le traité qui avait été négocié par Sarkozy et Merkel. Ça aussi, c'est du mépris des citoyens. Alors après, c'est facile d'aller dire aux gens « Ah, au secours, on a peur de tout, on a peur de son nombre, surtout allez voter, rassemblez-vous. » Non, on ne peut pas mépriser les gens et après les appeler à venir voter pour vous, c'est pas possible. Si l'intercommunalité, comme ils appellent ça, c'est-à-dire les nouveaux niveaux de décision qu'ils sont en train de mettre en place, ça voulait dire... On mutualise les moyens, on met en commun les moyens. Par exemple, je prends Roubaix, et puis je prends Croix, je prends Marc-en-Barœul, je prends Tourcoing, Wattrelos. On mutualise les moyens pour faire des projets non seulement communs, mais des projets qui vont aider chaque ville. Je ne dis pas que ça serait inintéressant, mais à côté de ça, il faudrait absolument qu'il y ait de la démocratie locale où les citoyens puissent décider, et non pas que l'on décide pour eux, parce que le vrai problème, il est toujours là. Ça fait des années qu'on se bat, et cette association le fait aussi, sur l'idée que les citoyens doivent plus s'engager, plus s'investir, mais en même temps, une fois qu'ils essayent, on leur ferme la porte en disant « Attendez, ça c'est le domaine des élus, laissez-nous faire, faites-nous confiance ». Non, on ne peut plus aujourd'hui faire confiance aux hommes politiques, parce qu'on sait très bien, et Eric l'a encore rappelé, que parfois, même souvent malheureusement, mais nous on se bat contre ça, on fait des promesses qui ne sont pas tenues. Bon. Donc il faut qu'à un moment donné, quand quelqu'un fait une promesse et qu'elle n'est pas tenue, à ce moment-là, son mandat doit être remis en question. À l'heure actuelle, il se passe un véritable étranglement de la Grèce. Nous soutenons ce qui est le nouveau gouvernement grec. L'Europe, l'Union européenne est en train d'étrangler la Grèce, qui ne peut pas faire ce qu'elle a promis, du coup, à ses citoyens. Il est question aujourd'hui de dire, on va redemander à la population citoyenne, est-ce que ce qu'on fait, c'est bien? Est-ce que vous êtes d'accord? Puisque on ne peut pas faire ce qu'on vous a promis, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on continue? Ça devrait se passer comme ça. Quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il a promis aux élections doit se représenter devant les citoyens et dire, bon écoutez, je n'y arrive pas, voilà pourquoi, est-ce que je continue ou bien est-ce que vous préférez choisir quelqu'un d'autre? Seulement, ça ne se fait pas. Il n'y a pas de démocratie locale. Je ne parle même pas de démocratie participative parce que ce mot-là, il ne veut plus rien dire parce qu'on l'a mis à droite, à gauche. Il n'y a pas de budget participatif où on dit clairement aux gens, voilà, vous avez une enveloppe pour votre ville, quelles sont vos priorités dans ce quartier, qu'est-ce que vous voulez faire, rénover l'école, rénover la maternelle ou telle chose qui peut être fait par la municipalité. Nous, on aimerait, on souhaiterait, si on a une majorité, si on a des élus Front de Gauche, on aimerait se battre dans le département pour mettre en place des budgets participatifs, pour mettre en place des référendums sur des questions sensibles qui concernent les quartiers, les habitants du département et bien sûr de notre canton. Donc, est-ce que les autres candidats s'engagent là-dessus ou pas? Ça aussi, c'est des questions qui sont importantes. Ou bien est-ce qu'ils vont s'engager, encore une fois, comme le Parti Socialiste a su le faire, avec des mots, et puis après... on s'arrête là, désolé, on ne l'a pas fait, mais on vous promet, jurez, crachez, maintenant, on va le faire. Moi, je lis les tracts de mes concurrents, j'ai toujours l'impression qu'ils n'ont jamais été au gouvernement, qu'ils n'ont jamais pu faire quoi que ce soit, comme nous, et que maintenant, jurez, ils vont le faire. Attendez, vous rigolez, vous êtes au gouvernement, vous avez des élus, vous ne l'avez pas fait, pourquoi vous allez le faire maintenant, alors que vous ne l'avez pas fait avant? D'ailleurs, c'est assez significatif. Dans l'émission Cache Investigation la semaine dernière, M. Macron disait être de gauche, c'est tenir un discours. Non, être de gauche, c'est prendre des décisions, c'est des actes. La politique, c'est pas tenir un discours, c'est pas endormir les gens avec des mots, c'est prendre des décisions, prendre des actes. Le cas de la Grèce, il est assez significatif aussi du mépris des citoyens. Parce que les citoyens grecs ont choisi légitimement, démocratiquement, une orientation politique. Et ce qui se passe, c'est que la BCE, élue par personne, au service des grands capitaux de l'Europe, au service de la finance,
voudrait donner des leçons de démocratie, des leçons de respect d'engagement. Non, 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 c'est les citoyens qui décident. C'est les citoyens qui décident. Et ce qu'on essaie de construire en France avec le Front de gauche, mais aussi en Belgique avec les partis des travailleurs belges, mais aussi en Grèce, mais aussi avec Podemos. Alors quand même, pour information, tout le monde tire la couverture. Au niveau du Parlement européen, nous sommes dans le même groupe qu'eux, hein, dans la partie de la gauche européenne. Hein. Donc c'est pas tirer la couverture, on est dans le même parti en Europe. Hein. Nous, ce qu'on dit, c'est pas du tout. Ça, on stoppe, on arrête l'austérité, on va dans le mur avec ces choix-là, et on repart sur des choix d'investissement, de développement. Et quand on dit ça, on n'est pas des dangereux soviétiques, des dangereux marxistes, etc. C'est Keynes qui disait ça. C'est celui qui a inspiré François Mitterrand qui disait ça. Dire les politiques qu'on est en train de proposer, c'est pas des politiques révolutionnaires. Hein. C'est juste, on va commencer déjà à faire les choses un peu plus sérieusement et après on ira un peu plus loin. Mais il faut d'abord faire ça. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a des débats de fond aujourd'hui au sein de la gauche. Au sein du Parti Socialiste, il y a des dissensions de fond là-dessus. Chez les Verts, il y a des dissensions de fond là-dessus. Et nous, on pense, effectivement, il faut rassembler la gauche, mais il faut rassembler la gauche sur une orientation politique de fond. C'est-à-dire, c'est bien un changement d'orientation politique, on tourne le dos au libéralisme, et enfin, on remet la politique à l'endroit au service des gens et non pas au service de la finance. C'est ça qu'on veut faire au département, c'est-à-dire qu'on veut résister à cette politique qui ne fonctionne pas, qui écrase les gens et qui bénéficie à une petite minorité. Il y a aujourd'hui dans le monde quelque chose comme 1800 milliardaires. C'est très bien, ils n'ont jamais été aussi nombreux, certes, mais ces 1800 personnes véritablement ont 40% de la richesse mondiale. Est-ce que ce sont vraiment ces 1800 personnes qui créent 40% de la richesse mondiale? Ça n'est pas possible, ça n'est pas vrai. C'est tous les salariés qui sont là autour et qui bien souvent sont mal payés dans d'autres pays, etc. Donc on a un système économique qui tourne complètement à l'envers et il faut résister à ça. Et l'une des possibilités de résister, c'est déjà dans ces institutions. Il y a aussi bien sûr les actions syndicales, les grèves, les actions dans la rue, mais il y a aussi les élus qui peuvent résister à ça et qui peuvent appuyer la population. Et il faut que la population nous soutienne et que nous repositionnons devant cette population pour dire voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on vous propose. Il faut travailler ensemble. Et ça, on ne le voit pas véritablement de la part de nombreux autres candidats. Et je pense que quand on se veut candidat citoyen, parce que c'est bien, on a des concurrents qui disent « Ah, nous, c'est une candidature citoyenne. » Et nous aussi, on est des citoyens. Nous aussi, on est des Roubaisiens. La seule différence, c'est que nous, on se sent bien dans notre orientation politique et dans notre parti politique. Mais eux, ils se sentent mal. Ils sont partis pour les uns de l'UMP, pour les autres carrément, quasiment de la mairie en dissension avec le maire. Bon, très bien, ils se sentent plus bien. Mais nous, ça va. Le tout, c'est qu'il faut à un moment donné, quelle que soit la candidature, c'est à un moment donné revenir vers les citoyens. Parce que sinon, si on ne revient pas vers les citoyens, si on ne leur dit pas ce qu'on fait, les gens ne feront pas confiance. Et le problème, c'est qu'il faut redonner confiance aux gens. Et c'est pas en se rabibochant en un an de temps, parce que quand même, c'est assez caricatural quand même les candidatures sur notre canton. Je veux dire, d'un côté, on a quelqu'un qui a applaudi ouvertement à la défaite du maire socialiste de Roubaix, qui aujourd'hui investit comme candidat remplaçant d'un candidat socialiste. C'est quand même... j'ai envie de dire comique, si ce n'était tragique. On a aujourd'hui une deuxième adjointe qui est candidate contre le premier adjoint. Je veux dire, est-ce qu'on est vraiment sérieux là avec les gens? Est-ce qu'on respecte les gens? Ou est-ce qu'on est plus sur... Alors je peux comprendre qu'il y ait des mécontentements, qu'il y ait des interrogations des uns et des autres, des déceptions, des gens qui se sont sentis manipulés, etc. Ça, c'est fort probable. Mais n'empêche qu'on est quand même dans quelque chose qui n'est pas très politique, qui n'est pas très sérieux. La politique, c'est bien des choix d'orientation, de comment est-ce qu'on travaille au service des gens, et pas seulement comment est-ce qu'on gère parfois des blessures d'ego, des difficultés, des tensions. Et rassembler, ça veut dire réfléchir à plusieurs, ça veut dire réfléchir ensemble. Le Front de gauche, c'est pas un parti, c'est le Parti communiste, c'est Ensemble, c'est le Parti de gauche, c'est des syndicalistes, c'est des responsables associatifs, c'est une démarche globale. C'est bien pour ça que c'est pas un parti, parce que c'est une démarche qui est ouverte. Et c'est avec nos différences qu'on arrive à construire une orientation et qu'on arrive à avancer. Sur la question de l'abstention, vous avez rapidement répondu également, mais comment vous expliquez que l'élection départementale
semble si loin pour les Roubaisiens alors que c'est une élection qui devrait les intéresser. Comment vous expliquez ça? Déjà, je pense qu'il y a un manque de pédagogie qui est fait. Il y a quand même eu là, à l'heure actuelle, un grand revirement sur ce qu'on appelait les élections cantonales en élections départementales, un grand changement sur ce qu'on appelait le conseil régional, enfin le conseil général en conseil départemental. Certes, il y a eu quelques articles dans les médias habituels que l'on connaît, Voix du Nord, Nord Éclair, et quelques émissions spéciales sur France 3. En réalité, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui soit fait en prime time, comme on dit, dans les grands médias, et qui soit fait beaucoup plus régulièrement. Comment voulez-vous que les gens, qui sont déçus de la politique, parce qu'on leur a menti, parce qu'on les a trahis, parce qu'il y a des tas de promesses qui n'ont pas été tenues, que ce soit à droite ou dans la pseudo-gauche, là, très très molle, que nous avons aujourd'hui au gouvernement et qui vire de plus en plus à droite. Bon. Mais dans tous les gouvernements, ces gens-là ont tenu des promesses et n'ont pas tenu leurs promesses. Bon. Donc les gens sont forcément déçus. Si en plus on ne leur explique pas quels sont les enjeux essentiels, comme on essaye là de le faire, comme on essaye de le faire quand on va les rencontrer tous les jours, quand on a la possibilité d'y aller, parce que nous on travaille, on ne peut pas tous les jours rencontrer. Les gens nous disent « Ah mais on vous voit qu'aux élections ». C'est pas vrai, on essaye d'être présent dans les marchés, mais nous aussi on a une famille, nous aussi on a un travail, et donc on ne peut pas tous les jours malheureusement aller voir ces gens-là. Mais par contre on tient, et ça c'est un engagement, on tient à notre travail, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire de la politique un métier, une vocation. On aimerait bien que ce ne soit pas toujours les mêmes têtes, et on appelle à la relève, venez nous remplacer, nous, on est là depuis quelques années, on aimerait bien qu'il y en ait d'autres, des jeunes, des plus jeunes qui s'investissent, et qu'on aidera à mettre en avant. Mais il faut qu'il y ait cette relève-là, sinon on retrouvera toujours les mêmes. Un Max-André Pic, par exemple, de l'UMP, qui est adjoint à la mairie, qui a été candidat à je ne sais combien d'élections depuis de nombreuses années, et qui maintenant est candidat pour les départementales, on ne sait pas s'il sera peut-être pas candidat aussi pour les régionales. Nous, on se bat contre, à un moment donné, ce genre de cumul-là. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on est en train de faire une carrière politique, ou bien est-ce qu'on a juste envie d'être le porte-parole des gens et de se mettre au service, comme un service civique, de se mettre au service des gens pendant un certain nombre d'années en disant « Après, stop, c'est quelqu'un d'autre qui doit prendre ma place ». Ça veut dire, voilà, je viens rendre service aux gens, je suis prêt à m'engager pour la population. Si les gens ne sont pas contents, ils me disent « Ça n'est pas possible, il faut arrêter ». Et je remets mon mandat en jeu, pas dans 4 ans, pas dans 6 ans, mais le plus vite possible, c'est-à-dire à un moment donné où je vois qu'il y a une pétition, on pourrait imaginer qu'au bout d'1 an ou de 2 ans de mandat, eh bien, il y a une pétition des électeurs pour dire « vous nous avez déçus, vous ne correspondez pas », à ce moment-là, on refait quelque chose. Ça, c'est engager les gens véritablement. Ça veut dire une vraie participation. Et ça veut dire une pédagogie régulière. On l'a pas. Moi, je conclurai juste sur le fait qu'en plus, comment voulez-vous que les gens votent quand on se moque d'eux? Cette élection-là, elle n'est pas démocratique au plus haut niveau. Ça n'est pas un scrutin proportionnel. Donc, vous pourrez voter pour les partis que vous voulez, mais il faut avoir 12,5% des inscrits pour être au deuxième tour. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous votez pour des partis qui n'auront pas 12,5% des inscrits, ils disparaissent. Ça veut dire qu'il y a des centaines de personnes, peut-être même des milliers de personnes, qui vont voter pour un parti et ils ne seront pas représentés. Ça, c'est un vrai problème démocratique. Alors, quand vous avez le Parti socialiste aujourd'hui qui dit que la gauche va perdre parce qu'il y a le Front de gauche ou parce qu'il y a Europe Écologie et Verts, c'est faux. Le PS, pas la gauche, le PS va perdre, 1, parce qu'il a déçu les gens, 2, parce qu'il a mis en place un scrutin qui n'est pas démocratique, ou en tout cas qui ne l'est pas assez, c'est-à-dire 12,5% des inscrits, on se moque des gens. Mettez un vrai scrutin, la proportionnelle, là on en rediscute. D'accord. Merci beaucoup à vous deux. Je vous en prie. À bientôt. C'est moi qui vous remercie.